Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre fidélité pour notre 118e regard sur l'actualité. Donc, il va être, comme d'habitude, assez dense, assez riche avec déjà des questions qui sont arrivées, mais n'hésitez pas à en poser d'autres. Et qui est-ce qui commence aujourd'hui? Arnaud, c'est vous donner, porter la bonne nouvelle. Nous t'écoutons. Je vais vous montrer la voie, comme disait l'autre. Quelques nouvelles d'économie et de politique intérieure. La principale actualité, c'est l'adoption ce samedi par le gouvernement fédéral russe d'une nouvelle fiscalité sur le pétrole avec un double objectif, contrer le plafond, le double plafond instauré par les Occidentaux sur les exportations de brut et sur celle des produits raffinés. Deuxième objectif, c'est évidemment de renflouer les caisses de l'État, alors qu'on a parlé ces dernières séances, les rentrées se sont quelque peu tassées, pour ne pas dire taries, en décembre et en janvier. La piste de la création d'un nouvel indice alternatif à la marque Urals a été abandonnée. En réalité, le gouvernement russe garde le Brent comme référence, mais va introduire une limitation des rabais consentis par les vendeurs, c'est-à-dire par les compagnies pétrolières russes. Donc, il y aura une nouvelle base de calcul de l'impôt. Alors, quel sera ce rabais, ou plutôt la limite maximum du rabais? 34 dollars par baril en avril, puis 25 en juillet. On voit qu'il s'agit d'un processus étalé sur quelques mois. Par ailleurs, le gouvernement russe a annoncé une décision unilatérale de réduction de la production pétrolière de l'ordre de 5%, avec pour objectif probable précisément de faire augmenter les cours du Brent, du Brunt Brent. Et cette marque était cotée ce lundi à 85 dollars. L'Agence internationale de l'énergie s'attend à un cours moyen cette année de 83 pour un baril. Goldman Sachs et d'autres banquiers, d'autres praticiens du marché pétrolier sont plus optimistes ou pessimistes, c'est selon, puisqu'ils voient le baril sur l'ensemble de l'année à 92 dollars. Enfin, le gouvernement a annoncé une baisse des subventions aux raffineurs. Je rappelle qu'il y a quelques années, le gouvernement, pour contrer la hausse des prix des carburants en Russie, avait pris de telles mesures, mais au vu de l'engorgement annoncé du marché national par les produits raffinés, cette mesure, semble-t-il, ne s'imposait plus. Autre nouvelle économique, les décisions et annonces de la Banque de Russie. D'abord, ce n'est pas une surprise, le maintien de son taux directeur à 7,5%. Il est resté inchangé depuis le mois de septembre, mais la directrice de la Banque centrale, Mme Nabiulina, ne ferme pas la porte à un relèvement des taux dans les prochains mois. Par ailleurs, la Banque de Russie a à son tour rendu public ses prévisions de croissance, ses chiffres pour 2022, 2023, 2024. Alors pour 2022, elle estime la récession à 2,5%, ce qui est à peu près conforme à ce qui a été annoncé par le ministère russe de l'économie. Pour 2023, une fourchette située entre -1 et +1, donc croissance possible mais pas sûre. Et l'inflation, qui est aujourd'hui à 11,7, eh bien, est vue par la Banque centrale entre 7 et 9% sur l'ensemble de l'année. Je rappelle que le Fonds monétaire international, la semaine dernière, a annoncé une prévision de croissance pour 2023 de plus 0,3 points et 2,1 pour 2024. Et on attend toujours les prévisions révisées, réactualisées du ministère russe de l'économie. Enfin, quelques mots du 10e paquet de sanctions de l'Union européenne qui doit être adopté d'ici le 24 février, c'est-à-dire pour le premier anniversaire du déclenchement du conflit en Ukraine. Il y aura de nouvelles listes de personnes physiques et morales sanctionnées. Il se dit que Alpha Bank pourrait en être. Alpha Bank, qui, je rappelle, appartient entre autres à M. Friedman, un oligarque qui, depuis de longues années, n'est plus actif en Russie, qui réside ou résidait à Londres et qui pensait avoir pris ses distances
avec la Russie et le régime russe, entre guillemets, eh bien, on voit que c'est sans doute une leçon que tireront d'autres oligarques, que ça ne vaut absolument pas immunité aux yeux de l'Union européenne et sans doute également des États-Unis. Alors, ce 10e paquet pourrait être également intéressant parce qu'il n'inclut pas. Et il semblerait que le nucléaire civil, c'est-à-dire Rosatom, ne soit pas sanctionné. Là encore, c'était assez prévisible puisque la Hongrie, mais aussi la Bulgarie, avaient annoncé un veto pour le cas où la Commission aurait proposé de telles sanctions. La France est moins évident. La France qui, en toute logique, aurait dû, au vu de ses intérêts, annoncer ou menacer d'un veto, c'est moins évident. Et semble-t-il, quelques divergences entre certaines administrations centrales à Paris, ce qui est assez étonnant. Par ailleurs, la Belgique a obtenu que ne soit pas inclus dans le 10e paquet de sanctions les diamants et toute son industrie basée à Anvers. Quelques mots de politique intérieure. La condamnation en fin de semaine dernière de M. Fourgal, qui est l'ancien gouverneur du territoire de Khabarovsk, à 22 années de réclusion criminelle pour complicité d'assassinat au début des années 2000. Monsieur Fourgal a également été pendant plus de 10 ans député à la Douma d'État et on se souvient qu'à l'été 2020, son interpellation avait provoqué d'importantes manifestations à Khabarovsk. Autre nouvelle, Roskomnadzor, qui est l'agence qui supervise et qui assure la tutelle du secteur des télécoms en Russie, qui annonce la mise en service d'Oculus, qui est un système de détection automatisée des contenus interdits sur les réseaux sociaux, entre autres. Il est capable de détecter des photos, des vidéos en particulier. Dans le domaine de la culture, en fin de semaine dernière, on a appris un changement à la tête de la galerie Tretiakov. C'est peut-être plus qu'un changement de directeur, c'est peut-être un changement quelque part d'époque, avec donc la nomination d'une nouvelle directrice d'une quarantaine d'années, Madame Pronicheva, qui ces dernières années a dirigé entre autres le musée juif de Moscou, également le musée polytechnique, qui a été refait, et elle est surtout également connue pour être la fille de l'ancien numéro 2 du FSB et chef des gardes frontières, le général Pronichev. Donc cette nomination est perçue, à tort ou à raison, à Moscou, dans les cercles culturels, comme étant très symbolique. Aujourd'hui, il y a eu une autre annonce qui s'est révélée fausse rumeur, concernait la directrice de la galerie, enfin, du musée Pouchkine, Madame Lechac. Finalement, elle n'est pas remplacée, mais son contrat arrive à expiration en avril et pourrait ne pas être reconduit, sans doute pour les mêmes raisons. Enfin, une dernière nouvelle politique, Vladimir Poutine, qui a reçu aujourd'hui Zyuganov en audience à l'occasion du 30e anniversaire de la création du Parti communiste de la Fédération de Russie. Vladimir Poutine a souligné qu'il n'avait pas de divergence avec le leader communiste sur les questions liées à la sécurité nationale. Et cet entretien intervient sur fond de rumeurs persistantes d'un remplacement à venir à la tête du Parti communiste de la Fédération de Russie. Voilà, cher Gilles, ce que je pouvais dire aujourd'hui. Merci pour cette densité de nouvelles, c'est impressionnant. La condamnation de notre gouverneur de Khabarovsk n'a pas relancé les manifestations, non? Non, il ne s'est rien passé en fin de semaine. Alors, il faut dire que les manifestations s'étaient progressivement étiolées, asséchées fin 2020. Entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses en Russie, moins qu'on puisse dire. Et manifester ne va plus de soi, et manifester pour quelqu'un qui a sans doute été partiellement au moins oublié, encore moins. Donc, non, ça n'a pas suscité les mêmes remous. On peut penser, alors je rappelle que Fourgal était élu du LDPR, c'est-à-dire le parti de feu Vladimir Jirinovski, et on peut imaginer, on peut penser, même si ce n'est que spéculation, que Jirinovski aurait pu probablement négocier une amnistie ou quelque chose d'un peu différent. Ce n'est pas certain que ce soit possible avec la direction actuelle qui est beaucoup moins influente et qui a beaucoup moins d'accès au Kremlin. D'accord. Alors, on a deux questions d'un de nos auditeurs fidèles. Première, on constate la bonne résistance de l'économie russe et certains évoquent l'inefficacité des sanctions occidentales, voire leur effet contre-productif.
Faut-il pour autant croire les Russes qui évoquent les effets bénéfiques des sanctions pour l'économie nationale? Il y a deux narratifs très politiques et finalement très outranciers. Un narratif occidental qu'on entend aujourd'hui même encore sur l'économie russe qui s'effondre ou s'effrite. Bon, il va falloir trouver autre chose, puisque après les publications des chiffres du FMI, ce n'est plus crédible. En Russie, on entend effectivement ce type de discours, vous nous rendez service, continuez, continuez. Ce n'est évidemment pas vrai. Les sanctions sont pénalisantes. C'est du perdant-perdant en réalité, à des degrés divers, avec des calendriers divers. C'est perdant-perdant pour les Européens et pour les Russes. C'est plutôt gagnant pour les Américains, c'est très gagnant pour les Chinois et pour les Turcs. Voilà, si on doit résumer les choses. Après, évidemment, il y a un panorama sectoriel qui est plus complexe. Il y a des domaines qui sont franchement pénalisés et d'autres qui, effectivement, bénéficient d'une réorientation des investissements. Par exemple, depuis 2014, on voit que l'agriculture et l'agroalimentaire a fait beaucoup de progrès en Russie. Est-ce que d'autres secteurs, à l'image de ce qui s'est passé dans l'agriculture, peuvent bénéficier directement de nouveaux contextes? Probablement. En tout cas, les économistes sérieux, et il y en a, constatent que l'année dernière, la bonne tenue de l'économie russe s'explique, entre autres, par un taux d'investissement très élevé. Habituellement, le rapport entre l'investissement, la part d'investissement dans le PIB était relativement faible en Russie, autour de 18%, bien moins que dans d'autres BRICS. Eh bien, sous la contrainte et la pression extérieure, les acteurs économiques russes ont apparemment fait ce qu'ils n'avaient jamais fait auparavant, c'est-à-dire investir massivement chez eux dans leur économie, ce qui en soi est plutôt une bonne nouvelle. Paraphraser François Valéry, c'est dense, Arnaud, c'est dense. Deuxième question qui est liée d'une certaine façon, quid de la recherche et développement R&D en Russie et pas R&D? Dans les circonstances actuelles, la Russie n'est-elle pas en train de négliger un domaine essentiel pour sortir d'un modèle monodépendant en matières premières et acquérir le statut de puissance industrielle innovante et moderne? Et on sait certain. Alors, la recherche et développement en Russie, c'est pareil, il faut regarder secteur par secteur. Il y a des secteurs où il y a plus d'investissement public et privé, même si l'investissement privé est traditionnellement là aussi un des grands points faibles de l'économie russe, mais qui traduit aussi le rétrécissement de la part des acteurs privés de l'économie nationale. Bon, il est clair que la diversification de l'économie figurait parmi les objectifs du président Poutine dès son premier mandat. Cet objectif-là n'est pas atteint. D'un autre côté, pourquoi se priver que ça fonctionne d'outils tels que les exportations de matières premières? Une question tout à fait légitime. Mais il est clair que la Russie a perdu du temps dans ce domaine-là, dans beaucoup de domaines, qu'elle accuse un retard évident et qu'elle ne mobilise pas les sommes nécessaires à son maintien, je dirais, dans le top 5 ou le top 10 des grands acteurs innovants sur les technologies qui comptent vraiment. Mais ceci dit, encore une fois, il ne faut pas croire que la Russie n'œuvre pas, par exemple, dans l'intelligence artificielle. Les Russes investissent, cherchent, les technologies quantiques également, et en nucléaire civil, ils ont beaucoup d'avance. Alors que d'autres, malheureusement, je pense là à la France, ont plutôt tendance à reculer. Donc, il faut regarder secteur par secteur. Évident que la Russie fait moins que l'URSS à la grande époque, si j'ose dire. Il y a d'autres secteurs, et du Sud, qui n'étaient pas là il y a 20 ou 30 ans. Mais il ne faut pas imaginer que la Russie est totalement absente ou va disparaître du paysage technologique à horizon de 10 ou 15 ans. Une dernière question liée à ça, avant de passer la parole à Igor. À propos d'agriculture, justement, les progrès réalisés depuis 2014 ont été avec beaucoup d'intrants occidentaux, semences, chimie agricole, machines. Or, ces intrants sont désormais sous sanction ou entravés. L'année qui vient sera-t-elle aussi facile? Je sais qu'Igor a des éléments là-dessus, puisqu'il a discuté avec des acteurs du secteur.
Oui, ben, aussi facile, peut-être pas. En fait, sur les intrants qui sont mentionnés, certains, effectivement, vont poser, sont susceptibles de poser des difficultés. Donc, effectivement, les semences. Il y a aussi tout ce qui est lié au travail sur la génétique, hein, pour essayer d'améliorer les rendements, etc. Donc, ça, manifestement, c'est un verrou. Dans quelle mesure ça peut être surmonté, ça, je ne suis pas vraiment en mesure de vous le dire. En revanche, il y a des choses qui auraient pu être des verrous, mais qui ont déjà été surmontées. Donc là, on mentionne chimie agricole, machine. Pour ce qui est des machines, ça continue d'y en avoir. Alors, quand on dit machine, ce n'est pas celles qui sont fabriquées en Biélorussie, parce que de toute façon, elles, par définition, elles sont accessibles. D'ailleurs, il y a un marché énorme qui s'est ouvert à la Biélorussie du jour au lendemain, où les Russes ne pouvaient plus acheter aussi facilement de machines aux Japonais, aux Allemands, etc. Ça a été momentanément un tapis rouge pour les fabricants de tracteurs biélorusses. Bon, c'est pas évidemment nécessairement la même gamme, mais toujours est-il que, y compris pour les machines agricoles fabriquées dans les pays dits inamicaux, il y a aujourd'hui des circuits qui ont été, c'est-à-dire partiellement reconstitués. Évidemment, le prix d'achat a été multiplié par 2, 3, 4 ou 5, mais les entreprises payent. Et pour ce qui est des pièces d'approvisionnement, les pièces de rechange, excusez-moi, là aussi, il y a des circuits qui ont été reconstitués. Donc, pas vraiment un problème en soi. Pour ce qui est des engrais, là aussi, vous imaginez bien, on est à la source. Pour ce qui est du fuel, enfin de l'essence pour toutes ces machines, là aussi, on est à la source. Donc, il faut regarder là aussi sur quels intrants on est. Voilà, donc effectivement, on était sur une année record, on l'a dit, installé 156 millions de tonnes. Russie probablement numéro 1 pour les céréales, le blé, cette année, en termes de moisson et probablement d'exportation. À voir l'année prochaine ce que ça va donner en fonction des petites inconnues que j'ai mentionnées. Eh bien, merci de ces éclaircissements. Et on va te laisser encore la parole pour la partie diplomatique. Ce qu'il en reste. Pas ce qu'il en reste. Merci, merci Gilles. Alors, j'ai commencé par une petite information qui vient du côté de l'ambassade des États-Unis à Moscou, qui ce matin ou cette nuit a remis en ligne un message qu'elle avait déjà mis en septembre, dans lequel elle appelait à la plus grande prudence ses ressortissants se trouvant en Russie ou désireux de se rendre en Russie. Elle les a appelés à différer leur déplacement, et pour ceux qui sont en Russie, elle les a appelés à quitter le plus rapidement possible le territoire russe. Il a rappelé dans le message qu'il y a des conséquences imprévisibles liées au contexte que tout le monde connaît, qu'il y a des risques d'arrestation jugée arbitraire ou un petit peu aléatoire de ressortissants américains. Et l'ambassade américaine, dans son message, rappelle que pour les ressortissants américains titulaires de la double nationalité russe et américaine, les pouvoirs publics américains sont dans l'incapacité de leur venir en aide si jamais ils venaient à être mobilisés pour les besoins de l'opération spéciale. L'ambassade américaine rappelle que les mécanismes de protection consulaire vont être extrêmement limités du fait que le personnel de l'ambassade américaine a été considérablement réduit et les difficultés liées au déplacement à l'intérieur du territoire russe pour les diplomates américains. Tout ceci, évidemment, en tout cas dans le message que ça avait formulé, pour inciter ces ressortissants à ne pas venir ou à quitter le territoire russe. Deuxième information, une interview qui a été donnée vendredi par le président polonais Duda au Figaro, alors dans lequel il revient sur, là aussi, le contexte du conflit, sur sa relation avec le président ukrainien, M. Zelensky, sur la solidarité à l'égard des réfugiés ukrainiens en Pologne. Donc, une interview assez longue et qui est donc publiée à la fois sur le site du Figaro, mais aussi sur le site de la présidence polonaise, en polonais. À la différence, il y a néanmoins une petite différence entre les deux textes, puisque sur le texte publié sur le site de la présidence polonaise, il y a une question supplémentaire qui manifestement n'apparaît pas sur le site du Figaro, qui est la dernière question de l'interview, et qui porte sur la question entièrement posée au président ukrainien de savoir il estime que la Russie peut encore gagner le conflit, et le président ukrainien répond que oui, elle peut encore gagner le conflit et qu'il faut très rapidement livrer une aide militaire à l'Ukraine. Il appelle, une fois de plus, le soutien ukrainien à faire preuve de générosité, parce que sinon, d'après M. Duda, la Russie peut gagner, et d'après lui, on ne sait pas où elle s'arrêtera. Et sur le site du journal, je n'ai pas été en mesure de trouver cette dernière question, qui donc manifestement
sauté au montage, en tout cas n'a pas été retranscrite, alors qu'elle apparaît sur le site de la présidence polonaise. Alors, je confesse que je ne maîtrise pas le polonais, mais j'ai utilisé un très bon traducteur qui n'est pas Google Translate, beaucoup trop approximatif, pour vérifier le contenu de cette dernière question. Troisième information sur la question d'aide militaire à l'Ukraine. M. Stoltenberg, aujourd'hui, a révélé que les livraisons de munitions à l'Ukraine excèdent de loin, selon lui, les capacités de production des pays membres de l'Alliance, qui doivent, d'après M. Stoltenberg, réagir rapidement pour élargir leur base de production. Simplement, les capacités industrielles nécessaires pour élargir cette base de production semblent largement absentes de la plupart des économies des pays qui nous fournissent de l'aide militaire à l'Ukraine en raison de 3 décennies de réduction de phénomènes qu'on connaît, de compression du budget de la défense, de rationalisation du budget de la défense, de délocalisation, etc., etc. Tant et si bien qu'aujourd'hui, on semble arriver à une espèce de plateau. Certains chiffres circulent. Les États-Unis, à ce jour, ont donné pour 1 million d'obus de 155 mm, qui est, on appelle le nerf de la guerre aujourd'hui sur le champ de bataille, 1 million d'obus de 155 mm à l'Ukraine, alors qu'ils ne peuvent en produire que 100 000 par an, et que l'Ukraine, manifestement, consommerait en une journée ce que les Américains peuvent produire en un mois, à l'état actuel des chaînes de production. Donc, on est face à un goulet d'étranglement, et en tout cas, cette question des munitions va être encore à l'ordre du jour des discussions prévues entre les ministres de défense de l'OTAN qui vont se retrouver à Bruxelles en milieu de semaine. Une réunion d'ailleurs pourrait être organisée dès demain sur la base, la fameuse qu'on connaît tous maintenant, la base américaine de Ramstein en Allemagne, où va être organisée une nouvelle réunion des pays qui soutiennent l'Ukraine militairement. Et alors qu'à la fin de la semaine s'ouvre la conférence sur la sécurité de Munich, qui va se tenir du 17 au 19 février, où là aussi, on va beaucoup discuter évidemment de sécurité internationale, de sécurité en Europe, mais également manifestement de soutien militaire à l'Ukraine. Pour ce soutien militaire, l'Autriche a annoncé aujourd'hui qu'elle refusait de former des tankistes ukrainiens sur ces Léopard 2. L'Autriche dispose d'environ une cinquantaine de Léopard 2. La Suisse a également bloqué ce week-end le transfert par l'Espagne à l'Ukraine de systèmes de défense antiaériens fabriqués par la Suisse. Après l'Allemagne et le Danemark, donc l'Espagne essuie un refus de la part de Berne en ce qui concerne le transfert de matériel militaire à l'Ukraine, quand ce matériel a été fabriqué partiellement ou intégralement en Suisse. Une nouvelle qui nous vient de l'ONU, puisque le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, a rappelé à l'ordre l'Ukraine suite à la nouvelle publication d'une vidéo authentifiée par l'ONU qui montre les exécutions sommaires de prisonniers russes par des soldats ukrainiens. Madame Marta Hurtado, haut représentant de l'ONU, a fait part de sa vive inquiétude au ministère ukrainien de la Défense vendredi suite à la publication de ces vidéos. Et enfin, une dernière nouvelle qui nous vient du ministère des Affaires étrangères russe, puisque Verchinin, vice-ministre des Affaires étrangères, s'est exprimé aujourd'hui pour expliquer qu'en l'état actuel des choses, il n'était pas certain que le deal céréalier, on revient au sujet agricole, qui arrive à échéance le 18 mars prochain, soit reconduit, puisque d'après lui, aujourd'hui, la Russie ne trouve pas son compte, et que par conséquent, il n'y a pas de gagnant-gagnant, et qu'il faudra donc rediscuter de ce sujet-là. Donc rendez-vous le 18 mars ou à l'approche du 18 mars pour voir si jamais on aura encore une nouvelle séquence de tensions autour de du sort de cet accord céréalier. Bien. Alors, moi, quelques questions. On a parlé d'une augmentation sensible de la flotte de tankers russes. Peut-on en dire un peu plus? S'agit-il d'achat, de leasing, de compagnies russes ou de location auprès de tiers? On peut en dire quelques mots, effectivement. En tout cas, il y a quelques articles qui sont sortis dans la presse internationale, je crois que c'est le Wall Street Journal, qui expliquait effectivement que la Russie, depuis quelques mois, s'est constituée une flotte fantôme ou semi-clandestine. Alors, il s'agit d'achats de bâtiments d'occasion, parfois assez âgés, mais qui fonctionnent, et qui sont constitués dans des juridictions par définition opaques. Donc, c'est un rachat assez massif, en sous-main, pour le compte de la Russie, de tankers d'occasion. Et puis, on constate d'autres phénomènes
au moins deux autres phénomènes que nous avons évoqués ici. D'une part, la Chine affrète, met à disposition des supertankers pour venir chercher du pétrole de Russie pour ses propres besoins. 3, 4 en fonction des semaines, et les volumes sont importants. Et puis il y a l'Iran pays qui lui-même s'est constitué une flotte clandestine à la suite de l'adoption de sanctions draconiennes contre son égard, et qui lui aussi a mis à disposition de la Russie quelques bâtiments pour enrayer l'effet des restrictions européennes. Donc il y a quelque chose qui s'est mis en place. Difficile de dire si aujourd'hui il y a une vraie contrainte sur les capacités de transport, ou si la Russie peut transporter ce qu'elle vend. Mais en tout cas, des dispositions ont été prises, des dispositions efficaces et discrètes. Alors, une question plus diplomatique. L'ambassadeur du Maroc en France a été rappelé. Serait suite à des pressions françaises, en plus de la guerre des visas, contre un partenariat russo-marocain. Il me semble que l'ambassadeur français va aussi Directeur de la France. Oui. Il a fait des déclarations qui étaient plutôt en faveur du gouvernement marocain, de réprimer plus violemment, qui ne serait d'usage de manifestants, mais on aurait pris la partie des autorités, ce qui a fait beaucoup la vie. Mais non, il est en place depuis 2 mois. D'accord. Ok, donc sur la question de la rappel dans le partenaire du Maroc, on vous reprendra un peu plus tard, dans la semaine. Voilà. Il n'y a qu'à dire. Alors, il y a une question sur les pertes ukrainiennes, on ne répond pas à cette question. Comme Tablier a dit qu'un réseau de satellites civils et militaires avait été pris par l'OTAN. C'est une réponse à Starlink qui a été fournie sur Starlink. Non, Starlink, depuis la nouvelle de jeudi, je n'ai pas vu passer l'information contraire, mais il y a toujours évidemment cette idée que, comme c'est une société privée, chercherait, comme la fois précédente, ce cas de figure s'était présenté, à essayer d'obtenir peut-être le paiement de facture, ou des choses comme ça, parce que une fois de plus, c'est le gouvernement américain qui paye jusqu'à présent la facture pour Starlink et pour l'utilisation par les Ukrainiens de Starlink. Donc, on peut tout à fait imaginer qu'il y a un argument commercial, des impayés ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a toujours un brouillage qui a été mis en place par Starlink pour les drones? J'en sais rien. Ça, c'est le premier niveau de réponse. Deuxième niveau de réponse, sur la constellation de satellites civils ou militaires. Alors là, s'il faut la créer de zéro, c'est pas demain que ça sera mis sur orbite. Si on veut utiliser déjà des choses qui tournent pour les mettre au service en utilisant certaines fréquences, ça peut éventuellement peut-être servir, mais une fois de plus, la question, c'est les délais, quoi, en réalité. Alors, on nous signale au moins 4 personnes que le son n'est pas bon, que nos micros sont pourris, sont tout neufs. Voilà. On essaye de faire mieux, mais quelquefois le mieux est l'ennemi du bien. Donc, parlons en fait des micros et de façon claire pour que tout le monde nous entende. Il paraît que la première ministre moldave a démissionné. Si c'est vrai, y a-t-il un quelconque rapport avec l'affaire du missile russe, entre guillemets, et plus globalement, que pouvez-vous dire de la crise en Moldavie? Pour ses ardeurs. Pavel profite du mauvais fonctionnement des micros. Alors, je confirme qu'il y a eu un changement de gouvernement en Moldavie en fin de semaine. De l'avis général, ce n'est pas lié à l'incident du missile russe. Je rappelle qu'un missile de croisière aurait survolé une nouvelle fois l'espace aérien moldave pour l'ouest de l'Ukraine. Oui et non, pour répondre à vos questions. Le contexte en Moldavie, je dirais l'actualité moldave, c'est quoi? Ce sont les déclarations de la présidente, Mme Sandu, qui reprend finalement ce que dit la présidence ukrainienne et le SBU, le service de sécurité ukrainien, qui affirme que la Russie
cherchent à déstabiliser la Moldavie. Donc c'est ça l'actualité moldave de ces derniers jours. Plus des pressions exercées par les Gagaouzes. Tout le monde ne sait pas qui sont les Gagaouzes. Bien, je crois qu'on arrive au bout des questions. Voilà, peut-être qu'on va arriver au bout de l'humour de Pavel aussi. N'espérez pas. Bien. Merci en tout cas de votre fidélité, encore une fois, d'être toujours aussi nombreux, à la fois à nous écouter, mais aussi à nous poser des questions qui sont utiles pour faire avancer le débat et la connaissance des sujets. Pavel, depuis des choses à dire. Oui, en plus, effectivement, de l'évocation de nos amis Gagaou, je souhaitais souhaiter un bon anniversaire à notre ami Taliban, qui, je l'espère, reviendra nous voir cette année au Forum de Saint-Pétersbourg avec les pirates somaliens pour la session RH. Ils ont des choses à nous apporter. Les briefings éclairage sur l'actualité se prolongent en même temps que l'heure d'hiver, donc à 17h30 lundi et jeudi, sauf événement exceptionnel. Nous craignons une semaine, la semaine prochaine qui serait chargée en actualité. Pour le reste, les newsletters, la hotline, le fil Telegram. Et puis, bien entendu, nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises en rencontre débat avec le directeur de programme du RIAC, M. Ivan Timofeev. Donc, le 15 février, l'économie russe passe aux sanctions. Voilà. Et le 16 février, une session du comité agriculture où vous êtes tous conviés. Il y aura également un verre de l'amitié à l'issue. Y a-t-il encore quelques... Oui, peu. Dépêchez-vous parce que la délégation, justement, Gagaouz arrive en force. C'est Yves François qui se tient à vos côtés. Et tenez-vous. Tenez bon.